C'était il y a près d'1 an. Chido dévaste Mayotte. Pour de nombreux survivants, plus de toit, plus d'eau, plus d'électricité, souvent plus d'écoles ou d'infrastructures publiques. À distance, c'est difficile à imaginer. Il faut vraiment se dire que l'ensemble de l'île a été détruit. Une importante mobilisation naît alors pour tenter de répondre aux urgences et reconstruire l'archipel. Rebâtir Mayotte, c'est l'engagement que j'ai pris. Mais aujourd'hui, près d'1 an après, alors que Mayotte semble parfois disparaître des radars, j'ai voulu savoir ce que deviennent ses habitants. L'État s'est déployé pour les secours et l'urgence, mais la reconstruction, elle, n'a pas commencé. Alors voici un premier bilan. Des habitations toujours détruites, des écoles non reconstruites, de l'eau qui continue à manquer. Au-delà de ces images marquantes, j'ai voulu savoir ce qui a pu s'améliorer ou non pour les Mahorais et les Mahoraises. Ce chantier de la reconstruction, il est, vous le savez, une grande priorité pour le gouvernement. L'inquiétude ne cesse de grandir, d'autant que la saison cyclonique 2025 vient de débuter. Qu'est-ce qui a pu être reconstruit? Comment font les habitants et les autorités? Explorons ça ensemble. Avant de continuer, si ce type de vidéo vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Brut. Nous sommes le samedi 14 décembre 2024. Pendant environ 3 heures, le cyclone Chido s'abat sur Mayotte. Des rafales dépassent les 220 km/h et des vagues les 9 mètres. L'archipel n'a probablement pas connu des impacts aussi violents depuis 90 ans. Alors qu'ils viennent d'échapper au cyclone, des milliers d'habitants, dont de nombreux enfants, se retrouvent sans toit, exposés à des risques de pillage et à la saison des pluies qui bat son plein. Chido a impacté presque tout le monde, mais à degrés différents. Sur l'ensemble de l'archipel, 51 à 83% des habitations sont significativement endommagées ou détruites selon les sources. De nombreuses maisons en dur ont leurs fenêtres explosées ou leurs toits arrachés. Et dans les bidonvilles très présents à Mayotte, c'est plus de 90% des habitations faites de planchers de tôle qui sont alors détruites. Dans les bidonvilles, dès le jour qui ont suivi le cyclone Chido, beaucoup de familles se sont empressées pour rebâtir leur case de fortune avec des tôles froissées, des chevrons cassés. Ces familles-là n'avaient pas trop le choix, il fallait à tout prix avoir un toit pour se loger. Donc la construction en fait se fait de manière progressive et à rythme différent selon les ressources sociales et économiques des familles migrantes. En fait, ces habitats informels, ils abritent une proportion importante de familles et de jeunes migrants venus des Comores voisines, souvent clandestinement et espérant améliorer leurs conditions de vie. 4 mois après le cyclone, en avril 2025, cette étude ministérielle indique que ces habitats informels sont reconstruits pour la quasi-totalité. Si on compare des images satellites après le cyclone à des images plus récentes, on peut voir que de nombreux quartiers informels sont en effet reconstruits. Ces espaces bâtis sont sur des zones qui présentent des risques de mouvement de terrain, malgré les arrêtés qui ont bien précisé qu'il n'est pas question de reconstruire sur ces espaces. Ce que l'on voit, c'est que malgré tout, les reconstructions se sont faites. Évidemment pas avec de l'aide publique, mais les besoins est tellement importants que les habitants de ces espaces ont reconstruit par eux-mêmes. Juste après le cyclone Chido, dans d'autres quartiers, des habitants sinistrés s'abritent dans des mosquées, des écoles ou d'autres bâtiments. Alors que des secours, des forces armées, des collectivités, des bénévoles et des habitants s'activent comme ils peuvent pour faire face aux urgences, de nombreuses bâches sont distribuées pour tenter de protéger ce qu'il reste des bâtiments. On était en pleine saison des pluies, il n'y avait pas la quantité même de matériaux type tôle pour pouvoir réparer en fait les bâtiments. Et donc cet approvisionnement en bâches a permis de protéger, on va dire, les habitations. C'est d'autant plus primordial que Chido est suivi un peu d'1 mois plus tard par la tempête Dikeledi. Au fil des semaines, des habitants tentent de dégager leur maison et de commencer les réparations, parfois avec l'aide d'ONG ou d'architectes mobilisés. Dans les zones formelles, la reconstruction a été aussi difficile pour certaines familles. Un des problèmes, c'est que financer ce type de travaux, ça a un coût. Là, il faut donner un peu de contexte. À Mayotte, colonie française progressivement devenue département, 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Certains ménages remboursent encore le prêt qui a permis de construire leur maison. Du coup, voilà, c'est quand même double peine. Il faut savoir qu'il existe environ 6% de logements sur l'île qui sont assurés. Du coup, très peu de familles ont pu bénéficier d'une aide d'assurance. Pour faciliter la reconstruction, le 13 février 2025, une loi d'urgence simplifie plusieurs règles d'urbanisme. Et en mai, le gouvernement annonce le lancement d'un taux zéro sur des prêts sous les 50 000 € pour les habitants qui ont besoin de reconstruire leur logement.
Mi-novembre 2025, de nombreux Mahorais assurés n'ont toujours pas été indemnisés des dégâts, selon le média Mayotte Première. Très peu de familles et d'entreprises ont été dédommagées par les assurances à ce jour. Très peu ont eu accès aux prêts à taux zéro pour payer leurs travaux. On a une grande partie des habitations, ce sont des occupants qui ont toujours habité sur ces espaces, mais pour lesquels la régularisation foncière ne s'était jamais faite. D'où après la difficulté à faire que les assurances interviennent. Alors là, c'est le département avec l'État qui travaille pour faire que, pour le futur en tout cas, les personnes puissent avoir des assurances qui puissent fonctionner. En plus de celles à reconstruire, de nombreuses habitations sont nécessaires du fait, je cite, de la démographie galopante et du besoin de résorption de l'habitat insalubre, selon ce document du ministère des Outre-mer publié début octobre 2025. Résultat, le besoin de logements neufs est évalué à 3000 par an au total d'ici 2030, contre une production avant le cyclone de plus ou moins 1000 logements décents par an les meilleures années. Près d'un an après Chido, on a essayé de regarder où en était la reconstruction avec des images satellites, des photos et des témoignages qu'on a pu récolter. Entre cette vue satellite après le cyclone et une autre inédite de mi-octobre 2025 que nous nous sommes procurés, voilà ce que ça donne. À presque un an de Chido, beaucoup de Mahorais ont quand même construit leur maison avec leurs propres moyens pour simplement avoir un toit au-dessus de leur tête. Certaines familles ont fini leurs travaux et d'autres sont en cours. D'autres restent endommagés, en travaux ou alors reconstruits de manière temporaire avec des bâches par exemple. Et ça alors même que Mayotte entre dans une nouvelle saison des pluies. Mais ça, c'est loin d'être la seule conséquence de Chido. Une population plongée dans un immense blackout. Chido détruit ou endommage fortement 60 à 90% des petites lignes électriques aériennes de l'archipel. Le réseau électrique a été littéralement détruit et cela a été causé par des chutes d'arbres ou de branches. Or, l'électricité est indispensable pour de nombreux services aux habitants, mais aussi pour le fonctionnement des établissements de santé et la potabilisation de l'eau. Restaurer l'électricité, ça va se faire progressivement dans les prochains jours. Pendant plusieurs semaines, les agents d'électricité de Mayotte et des équipes d'EDF appelées en renfort mènent des interventions pour réparer et enterrer les lignes. Pour ce rétablissement d'urgence, 27 millions d'euros sont annoncés par l'État. Certaines communes sont progressivement reconnectées, mais d'autres restent dans le noir. Beaucoup de communes rurales ont été privées d'électricité pendant presque 2 mois, notamment le village d'Aqua en fait. Et depuis, la situation s'est rétablie. Les abonnés à EDM, Électricité de Mayotte, sont à nouveau raccordés au réseau électrique. Fin janvier, 45 jours après Chido environ, l'accès à l'électricité est officiellement rétabli pour 100% des clients impactés, selon Électricité de Mayotte. Néanmoins, ce document de la Commission de la régulation de l'énergie de juin 2025 précise que de nouvelles interventions doivent avoir lieu pour obtenir un réseau plus stable et pérenne, et que cela pourrait durer jusqu'en 2030. En parallèle, Chido a mis hors service plusieurs antennes Orange et SFR, compliquant les communications sur place. Au fur et à mesure, pour Internet, 200 antennes Starlink sont installées pour assurer une connexion d'urgence, et des antennes sont progressivement réparées. Mais d'autres conséquences vont toucher les habitants sur la durée. Les distributions de bouteilles d'eau, c'est un peu la norme post-Chido. En fait, le cyclone interrompt totalement le service d'eau sur l'archipel. Des tuyaux ont été endommagés, du coup l'eau a été contaminée. Il y avait aussi un problème d'électricité, donc pour dispatcher l'eau d'un point A à un point B, il y avait des pompes à eau qui n'étaient plus fonctionnelles. Pour répondre à l'urgence, en fait, très vite, l'État a acheminé de l'eau en bouteille. Pendant 6 semaines, l'approvisionnement aérien et maritime, notamment militaire, rend possible la distribution de 2 millions de bouteilles d'eau et d'environ 4800 mètres cubes d'eau potabilisés par l'État selon ce document. Des ONG, des mosquées, des communes se mobilisent également pour renforcer l'accès à l'eau. Au fil des jours, le réseau d'eau fait son retour dans certains endroits. On se retrouve avec une coupure qui a duré bien 15 jours. Dans plusieurs villages, dont le village d'Aqua, les habitants ont été privés d'eau potable pendant plus d'1 mois. Plus généralement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur la question de l'eau aussi, Chido est venu aggraver une situation qui était déjà difficile. En fait, la plupart des communes de l'île connaissaient déjà des restrictions de l'eau. L'eau coulait 2 jours sur 3. Depuis plusieurs années, Mayotte connaît une importante crise de l'eau, favorisée notamment par des difficultés de traitement et des sécheresses récurrentes. 30% de la population ne dispose pas d'eau courante et la demande est en constante augmentation. Pendant Chido, la situation s'est nettement dégradée. Et après Chido, une fois que les réseaux ont été rétablis, la situation est revenue à la même situation qu'avant. Donc voilà, des restrictions régulières et un accès à l'eau toujours limité. On peut comprendre aussi l'étonnement de la population de mon archipel qui apprend dans la presse la vente des bouteilles d'eau stockées dans des conteneurs par la préfecture alors qu'ils étaient destinés à être distribués à la population. Le 2 juin 2025, les services de l'État vendent plusieurs palettes de bouteilles d'eau qui restent du stock acheminé après Chido, afin notamment d'éviter la dégradation de la qualité de l'eau
selon la préfecture. Une fois l'urgence absolue passée, le reliquat de bouteilles d'eau en question a effectivement été vendu. La préfecture de Mayotte ne s'est pas enrichie dans cette opération. Elle a respecté les règles. Face à cette situation, une retenue collinaire, dispositif censé récupérer de l'eau, est promise pour 2028-2031. En mai 2025, la construction d'une usine de dessalement d'eau de mer commence. L'État a décidé de lancer le projet d'usine de dessalement de Ironi B, qui a pour objectif de produire environ 10 000 m3 d'eau potable. Cette production pourrait alimenter environ 30 à 38% de la population de Mayotte. Donc c'est un projet considérable qui à terme pourrait changer la donne dans le contexte actuel, à condition aussi que les travaux aboutissent dans les meilleurs délais. Mais fin septembre 2025, plusieurs organisations annoncent un recours contre cette usine. Ils s'inquiètent de rejets potentiellement toxiques dans le lagon et des impacts que ça pourrait avoir sur des poissons dont dépendent certains habitants. Ils mettent en avant d'autres solutions comme la réutilisation d'eau usée ou d'eau de pluie. De son côté, en juillet 2025, la préfecture indique que c'est le seul projet réalisable permettant de satisfaire à courte échéance le besoin en eau potable, tout en demandant des recherches d'alternatives aux rejets prévus. Il faut qu'il y ait des analyses peut-être plus poussées pour savoir quelles pourraient être les conséquences sur le milieu. Pour l'instant, c'est une solution qui, faute de mieux, reste nécessaire. Cette usine, elle doit être mise en service d'ici 2027. Mais Chido a eu d'autres impacts qui pèsent encore sur les populations aujourd'hui. Ça, ce sont des écoles après le passage de Chido. Et ce ne sont pas des cas isolés. Sur une grande partie du territoire, de nombreuses salles de classe primaires ou maternelles nécessitent des réparations et même des réparations lourdes. Et c'est aussi le cas de collèges et de lycées. Là aussi, Chido affecte un système déjà fragile. Les cours se faisaient déjà, et ça depuis de nombreuses années, dans des conditions très dégradées, et Chido n'a fait qu'aggraver la situation. Pour ne donner que quelques chiffres, à Mayotte, environ la moitié de la population a moins de 18 ans, et avant le cyclone, malgré des constructions de classes, il manquait environ 5100 places rien que dans les collèges, et ce manque touchait aussi les écoles et les lycées. Après Chido, l'urgence est donc de pouvoir accueillir le plus tôt possible un maximum de jeunes. Plusieurs établissements sont nettoyés et des diagnostics sont effectués pour recenser les travaux à mener. Un mois et demi après le cyclone, fin janvier 2025, 10% des collèges et des lycées restent fermés. Et c'est aussi le cas de 20% des écoles selon cet article. Au lycée des Lumières à Kaweni, un bâtiment a eu sa toiture gravement endommagée. Cela a obligé à réduire le nombre d'heures de cours faute de salles disponibles. Dans nombre d'établissements qui ont rouvert, il y a des rotations de classe avec des élèves accueillis par demi-journée ou quelques jours par semaine seulement. En juin, 6 mois après la catastrophe, la grande majorité des élèves ne bénéficient toujours pas d'une scolarité normale selon la Fondation de France. À la rentrée de septembre, 8 mois et demi après Chido, ce sont 3% des collèges et lycées et 14% des écoles qui restent complètement fermées. Certains établissements réouverts ne le sont que partiellement et d'autres attendent encore des travaux. Depuis la rentrée, au lycée des Lumières, les salles qui ont été endommagées ont été remises en état. Certains non, comme l'école primaire d'Aqua, 4 salles de classe n'ont toujours pas été livrées, donc la situation est assez compliquée. Le gouvernement fixe comme objectif la fin de la rotation scolaire en 2031, ce qui signifierait la construction de près de 1800 classes. Mais les écoles sont loin d'être les seuls bâtiments publics dévastés par la catastrophe. Certains fonctionnaires, certaines personnes travaillent dans les bureaux, travaillent sous des bâches. Plongeons dans la commune de Mamoudzou. Voici l'hôpital, principal établissement de santé de Mayotte. Lui aussi est endommagé par Chido. Dans les semaines qui suivent le cyclone, les soignants continuent néanmoins à y assurer les soins. Plusieurs locaux ont été endommagés, notamment les toitures du pôle de consultation et gynécologie externe, dont le bâtiment ont été rendus inutilisables et remplacés par des conteneurs sanitaires. Une dizaine de jours après Chido, un hôpital de campagne doit être installé pour répondre aux urgences. Plus généralement, dans plusieurs communes, c'est plus de la moitié des équipements recevant du public qui nécessitent d'importantes réparations et même des reconstructions. Ce sont des mairies, des équipements sportifs, le siège du département, des postes, des administrations ou encore des commissariats. Parmi eux, il y a notamment des bâtiments gérés par le département. Au niveau du département, sur 230 bâtiments, on a 137 bâtiments qui ont été extrêmement touchés, dont 80 qui ont été détruits. Donc ça veut dire qu'on a pratiquement un tiers des bâtiments qui ont été totalement détruits. Pour préparer les nouveaux aménagements et soutenir la construction d'écoles, d'un deuxième hôpital ou encore de nouveaux logements, la loi d'urgence de février prévoit aussi la création d'une nouvelle structure publique. Cet établissement public de reconstruction et de développement, comme il s'appelle, tient son premier conseil d'administration le 3 novembre 2025. Des images satellites et des photos et vidéos que nous avons reçues montrent que plusieurs bâtiments publics ne sont pas encore reconstruits ou sont encore en travaux. La communauté d'agglomération de Mamoudzou et de Dembéni, leurs bâtiments portent encore le stigmate du cyclone Chido.
pour ce qui concerne le CHM. Certaines réparations ont déjà été effectuées, mais des travaux restent encore à achever. Ce qu'on va faire déjà, c'est de bâcher l'ensemble de ces bâtiments qui ont permis de faire que les bâtiments soient encore exploitables et recevoir du public, mais dans des conditions extrêmement dégradées. Donc, on a pu déjà lancer des projets de réparation. Aujourd'hui, on arrive même dans un moment assez complexe puisque la saison des pluies est en train de débuter et on commence à avoir des bâtiments qui s'inondent. En fait, il reste plusieurs obstacles qui ralentissent la reconstruction de nombreux bâtiments. Et ça vaut aussi pour les logements. On a pu lancer la consultation de différents maîtres d'œuvre, donc ce sont des cabinets d'architectes, pour avoir des diagnostics beaucoup plus approfondis sur les besoins en termes de réparation. Mais eux-mêmes ont été touchés et ont perdu énormément d'agents qui ont perdu leur logement et donc qui ont quitté l'île. Et donc c'est ce qui a ralenti d'autant, on va dire, leur capacité à répondre à l'ensemble, que ce soit les acteurs publics mais aussi les acteurs économiques. Par ailleurs, si dans les premiers mois, l'État dépense 493 millions d'euros dans les mesures d'urgence, ces dernières semaines, plusieurs élus mahorais s'inquiètent à propos des financements promis par l'État à moyen et long terme. Le 11 août, le Parlement a adopté une loi de programmation de 4 milliards d'euros d'investissement pour reconstruire Mayotte. Depuis le début de l'année, les crédits de paiement pour Mayotte atteignent péniblement 25 millions d'euros seulement. Beaucoup reste à faire. Néanmoins, vous le savez aussi, ce sont 4 milliards d'euros aujourd'hui qui sont programmés sur 6 ans. Bien évidemment, tout cela sera étalé en fonction de la nature même des projets. Les communes de Mayotte tirent la sonnette d'alarme, faute d'avoir obtenu le déblocage du fonds d'amorçage dédié notamment à la reconstruction des écoles. Aucun acompte n'a été versé. De nombreux dossiers ont reçu un accord de principe, ce qui permet un engagement de l'État aujourd'hui à hauteur de 91 millions d'euros. Il y a eu ensuite un manque d'ingénierie, effectivement, qui a retardé les procédures et je veillerai à la bonne consommation de l'enveloppe avant la fin de l'année. Pour l'instant, les fonds d'amorçage de l'État, c'est vraiment orienté sur tout ce qui était réparation des établissements scolaires. On en a bénéficié au niveau du département pour tout ce qui était réparation des routes. Là, on espère que pour l'année 2026, on bénéficiera de ces fonds pour les réparations de nos bâtiments. Et puis, il y a un autre effet de Chido auquel je n'avais pas pensé. Que sont devenus les paysages ravagés par Chido? Des dégâts importants ont été enregistrés à l'œil nu, on peut les voir. De nombreux arbres sans feuilles, de nombreux autres déracinés. Je n'avais pas forcément ça en tête, mais Chido et Dikeledi, l'autre tempête passée un mois après, contribuent à dévaster 95% de la forêt de l'archipel, selon le ministre des Outre-mer. Les mangroves du nord de l'île auraient perdu plus de la moitié de leur végétation. À plusieurs endroits, des branchages arrachés et des déchets entravent les rivières. Dans l'eau, plusieurs récifs coralliens connaissent des mortalités supérieures à 75%. Et plusieurs paysages sous-marins passent de ça à ça. Le cyclone, combiné aux effets préalables de blanchissement, a provoqué une mortalité moyenne de 66% des coraux et la surface des fonds marins recouverte de coraux vivants a diminué d'un tiers. Tous ces milieux naturels déjà fragilisés avant la catastrophe rendent pourtant de nombreux services aux habitants de Mayotte, que ce soit dans le cycle de l'eau, la stabilisation des sols, la protection des côtes ou encore la fourniture de ressources alimentaires. Beaucoup de bananiers ont été endommagés, des châquiers, des manguiers, des cocotiers ont été dégradés. Et donc c'est vrai que ça a très vite posé question sur la capacité de population habitant sur l'île de pouvoir se nourrir, tout simplement. Là aussi, on a eu une forte intervention de l'État qui a permis d'approvisionner l'île en distribution aussi de produits alimentaires. Pour ce qui concerne manioc et banane, en fait, depuis mai de cette année, la situation commence à se rétablir. Mais pour ce qui concerne les cocos, les jacques, il est quand même très très difficile d'en trouver. Au fil des mois, des bénévoles et des organisations se mobilisent, par exemple en ramassant des déchets ou en plantant de jeunes pousses. Progressivement, une partie de la végétation commence à revenir. On peut le voir par exemple ici ou ici. Mais aujourd'hui, plusieurs de ces richesses naturelles ne sont pas rétablies. En parcourant les côtes nord-est de Mayotte, où plusieurs mangroves ont été durement touchées, le paysage verdoyant d'autrefois n'a pas encore retrouvé sa beauté. Les feuilles des mangroves ont fait peine à pousser. Et il y a un autre risque. Les destructions d'arbres par Chido font craindre que des activités agricoles illégales s'y développent en utilisant par exemple des brûlis qui détruiraient encore plus les écosystèmes naturels. Mais regardons ici, ici ou encore ici. Une autre trace laissée par Chido, ce sont plus de 100 bateaux devenus des épaves dont plusieurs sont toujours là près d'1 an après. Ils peuvent représenter des déchets dans des sites naturels ou compliquer la reprise de certaines activités. Bon, il y en a déjà qui ont été sortis évidemment, mais l'essentiel des épaves devrait être sorti dans les prochains mois. On va avoir un accompagnement de l'État là-dessus, notamment les épaves qui sont autour du port de Plaisance de Mamoudzou, nous permettra de commencer à rétablir les pontons
de tout ce qui est activité économique de la mer, donc que ce soit les plaisanciers, que ce soit les pêcheurs. Et puis, il y a une autre question que vous vous posez peut-être, c'est celle du bilan humain. Dans les jours qui suivent Chido, on entend des chiffres très différents circuler. La presse locale évoquait aujourd'hui le chiffre de 60 000 morts. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un bilan un petit peu plus précis ? 31 sont officiellement décomptés à date. Ce travail va se poursuivre. Le chiffre qui a pu être évoqué dans la presse locale, rien ne permet de le corroborer. Cette étude ministérielle d'avril 2025, la plus récente que j'ai trouvée, évoque 40 personnes décédées et autant de disparus. Elle mentionne également environ 7000 blessés. Néanmoins, selon cette étude, il serait presque impossible de déterminer le nombre exact de victimes en raison d'une partie de la population non recensée, notamment dans les bidonvilles. En juin dernier, nous avons eu l'occasion d'aller dans les bidonvilles avec pour objectif de recenser le nombre de morts. Voilà, la démarche a été très très compliquée car parler des morts reste un sujet tabou. Il faut donc s'en tenir aux chiffres qui a été communiqué par l'État. Un nouveau recensement est d'ailleurs prévu de fin novembre à janvier prochain. En mars 2025, des chercheurs diffusent un questionnaire à 302 habitants. Résultat, un trouble de stress post-traumatique est recensé chez 77% des migrants en situation irrégulière, 51% des étrangers en situation régulière et 36% des citoyens français. Cette autre étude indique que le suivi à long terme des personnes touchées est indispensable. J'ai pu voir qu'un autre point inquiétait des habitants des ONG et des élus. Est-ce que les reconstructions des bâtiments publics mais aussi des habitations sont adaptées pour faire face à un éventuel nouveau Chido? Selon ce rapport, dans un contexte de réchauffement climatique, le nombre de cyclones intenses ou très intenses dans l'océan Indien devrait au moins stagner et possiblement augmenter. Mais en parallèle, ces cyclones devraient probablement provoquer plus de pluie et connaître des pics d'intensité plus forts. Le territoire est extrêmement fragilisé et donc aujourd'hui, l'arrivée d'un autre phénomène de ce type pourrait avoir un impact assez terrible. Le département travaille sur comment mettre en place un plan d'intervention en cas d'arrivée d'un autre phénomène. Aujourd'hui, toute la question, c'est comment faire pour que cette phase justement de gestion de crise prenne moins de temps que ce que l'on a pu vivre sur l'année 2025. Des mesures et des accompagnements ont été mis en place pour tenter de reconstruire plus solide et plus durable, mais cela se heurte notamment aux moyens disponibles et à l'urgence de la situation. Je suis un peu pessimiste en fait. Certes, on peut encourager les personnes à construire avec des matériaux résistants, des matériaux plus durables, mais cette manière de construire, est-ce que c'est accessible à tous? Et les bidonvilles ont été reconstruits en fait avec des matériaux fragiles et sur des zones qui sont très très sensibles aux aléas naturels. Il faut non seulement accompagner les personnes dans leur maison, mais aussi dans leur lieu de travail. Avoir le retour d'expérience d'autres territoires comme des Outre-mer, comme la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, qui vit beaucoup plus souvent ce type de phénomène, pourrait faciliter, on va dire, notre capacité de réaction. Voilà pour ce premier bilan de Chido près d'un an après. Si vous avez été touché par le cyclone, j'espère que votre situation a pu s'améliorer. N'hésitez pas à apporter des compléments dans les commentaires sur ce qui a pu changer pour vous ou au contraire les problèmes qui subsistent. Je tiens particulièrement à remercier toutes les personnes qui ont répondu à mes mails, que ce soit pour me fournir des informations ou des images. Merci également à l'IGN qui a mis une partie des vues satellites de Mayotte en ligne, à Airbus et Pléiades qui m'ont donné accès à l'imagerie du 15 octobre et aux équipes de Brut qui ont travaillé sur cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.